Passons au scandale de l'Energy Gate en Ukraine. C'est un sujet que je trouve important et nous n'avons pas parlé de l'Ukraine depuis un certain temps. En gros, en Ukraine, Zelensky fait face à son plus grand scandale de corruption à ce jour. Ses proches alliés au sein de l'entreprise publique d'énergie nucléaire, des personnes qui ont en grande partie financé toute son opération, sont accusés d'avoir mis en place un système de pots de vin dans le secteur de l'énergie d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Et cela arrive à un moment où les Ukrainiens, en raison de l'intensification des attaques russes contre les infrastructures énergétiques du pays, doivent de plus en plus se passer de chauffage et d'électricité, alors que l'hiver approche. Ironiquement, cette affaire a été révélée par une agence ukrainienne de lutte contre la corruption fortement soutenue par l'Occident, et que Zelensky a tenté de faire fermer cet été. Et lorsqu'il a essayé de faire cela, cela a également conduit à la plus grande manifestation à laquelle il ait été confronté depuis son arrivée au pouvoir. Et maintenant, ces agences, qui sont fortement soutenues par l'Occident, on peut donc se demander s'il y a une main occidentale derrière tout cela. Y a-t-il une manœuvre menée contre Zelensky par certains de ses prétendus alliés occidentaux? Je ne sais pas. Mais tout cela éclate maintenant, et c'est une crise majeure pour lui. D'autant plus que les Ukrainiens sont privés d'électricité et qu'il y a une crise croissante de désertion et de personnes refusant d'être envoyées mourir dans cette guerre qui dure maintenant depuis presque 4 ans. L'anniversaire de l'invasion russe approche en février. Ainsi, les agences de régulation, qui avaient été mises en place par l'Occident et largement financées par l'Union européenne dans le cadre de l'accord visant à injecter autant d'argent dans l'un des pays les plus corrompus, je pense, le plus corrompu d'Europe, c'était le marché. Nous vous donnerons tout cela si vous nous laissez avoir ces agences de régulation. Puis Zelensky décide de les fermer, la NABU et la SAPO, n'est-ce pas? C'était l'été dernier. C'est là que les frictions commencent. On commence à voir apparaître ce genre de manifestations à la manière des révolutions de couleur dans les rues de Kiev, avec la jeunesse technocratique qui travaille pour les ONG, le même type de personnes qui étaient sorties pendant le Maïdan en 2014, et maintenant elles protestent contre Zelensky. Elles avaient disparu un temps. C'est la guerre. Le pays est en mode de guerre, et Zelensky peut toujours, d'une certaine manière, maintenir la cohésion autour de lui. Maintenant, la situation devient vraiment mauvaise. Et la figure qui, eh bien, quel est le scandale? Les compagnies énergétiques recevaient des pots de vin de 15% pour signer des contrats. Et la personne qui supervisait ce système de corruption était connue comme le portefeuille de Zelensky. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Timur Milnichuk. Oui, Milnichuk. D'accord. Donc, Timur Milnichuk était aussi le comptable d'Ihor Kolomoïski, si je comprends bien. Il a aidé à créer l'émission de Zelensky, Serviteur du peuple, ainsi que de nombreux autres projets de divertissement liés à Zelensky, qui ont fait de lui un nom connu de tous. Kolomoïski finançait le tout, et Milnichuk supervisait ces différentes entreprises. Ainsi, Milnichuk entretient une longue relation avec Zelensky, et maintenant il a fui. Il est en Israël. Oui, j'allais dire, parmi tous les endroits où il aurait pu fuir, il est allé en Israël. Oui, c'est plutôt drôle. C'est là que vont tous les oligarques corrompus d'Ukraine et de Russie, comme Berezovsky, par exemple. Ouais. Parce qu'ils ont une politique de non-extradition. L'ironie, c'est qu'il devrait s'agir d'Israéliens fuyant vers l'Ukraine et la Russie, puisque c'est en réalité de là que beaucoup d'entre eux viennent. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc oui, il a fui en Israël, et c'est en fait une véritable crise pour Zelensky. Et si l'on se place du côté occidental,
Eh bien, il semble encore bénéficier du soutien de l'Europe, n'est-ce pas, de ses principaux alliés européens et des États-Unis. Les États-Unis, et surtout les Européens, sont désespérés de maintenir cette guerre par procuration. Par exemple, Jens Stoltenberg, le chef de l'OTAN, a déclaré que ce scandale de corruption était en fait une raison supplémentaire de continuer à financer la guerre par procuration en Ukraine. Je sais aussi que le président Zelensky travaille vraiment dur pour lutter contre la corruption et nous devrions le soutenir dans ses efforts. Mais la bonne réponse n'est pas de réduire le soutien à l'Ukraine. La bonne réponse est de continuer à fournir un soutien économique et militaire substantiel à l'Ukraine et de les aider à combattre la corruption, car il est urgent et important pour nous que l'Ukraine réussisse à stopper l'agression russe. Parce qu'à ce qu'ils sont corrompus, il est urgent de leur donner davantage. Logique. Oui, mais le problème auquel ils sont confrontés maintenant, c'est d'où va venir l'argent. Parce que les États-Unis, du moins pour l'instant, ont cessé de fournir des fonds. Trump ne veut pas retourner devant le Congrès pour demander plus d'argent. Enfin, avec lui, on ne sait jamais. Ça pourrait être une nouvelle trahison de ses promesses de campagne. Mais je pense que pour lui, ce serait difficile, après avoir répété qu'on n'allait plus donner d'argent à l'Ukraine et qu'on allait mettre fin à la guerre. Alors, où vont-ils trouver l'argent? Eh bien, leur seul recours maintenant, c'est essentiellement de voler les avoirs russes, car beaucoup d'avoirs russes ont été gelés après l'invasion de la Russie. Mais si vous faites cela, vous faites en réalité exploser tout le système de crédit de l'U-Member. Vous dites en substance qu'on ne peut pas faire confiance au système bancaire européen. En interne, cela crée donc beaucoup de divisions. Mais pour les partisans de la guerre par procuration, déterminés à poursuivre ce conflit, c'est en fait leur seule option à ce stade, car leurs sociétés sont en déclin interne. Le niveau de vie s'est effondré. Les prix de l'énergie ont augmenté. Alors, d'où viendra l'argent? Les prestations sociales ont déjà été réduites dans certains États et il n'y a plus grand-chose à couper. Que peuvent-ils faire? Leur seul recours désormais, c'est de voler l'argent russe. Et là, on voit la même attitude d'indifférence totale envers les vies ukrainiennes. C'est très répandu. Voici Joseph Borrell, le principal diplomate de l'U-Member. Voici ce qu'il a déclaré aujourd'hui. Soutenir l'Ukraine est une bonne affaire, comparée au coût d'une victoire russe. Les guerres sont perdues par celui qui manque d'argent ou de soldats en premier. Soutenir l'Ukraine. Je veux dire, comment cela peut-il avoir le moindre sens? L'Europe a déjà subi tant de dégâts économiques à cause de cette guerre. Oui, et elle dit que les guerres sont gagnées par celui qui manque d'argent et de soldats en dernier. Eh bien, qui perd le plus de soldats? C'est évidemment l'Ukraine. Simplement en raison de sa taille comparée à celle de la Russie. La Russie n'a pas eu à enlever des gens dans la rue comme l'a fait l'Ukraine. On le voit dans toutes les vidéos qui viennent d'Ukraine, parce que l'Ukraine a tout simplement beaucoup moins de population. La Russie est un pays immensément plus grand, ce qui est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles c'était une folie d'avoir lancé toute cette guerre par procuration dès le départ. Mais l'attitude reste la même. Continuons simplement d'envoyer plus d'Ukrainiens mourir et de trouver de l'argent pour que tout cela continue. Et cela semble être l'attitude dominante. Le problème, c'est que même si l'administration Trump, des personnes comme Trump et J.D. Vance, n'étaient pas idéologiquement engagées dans une guerre par procuration comme l'était Biden, ils ne sont toujours pas disposés à faire ce qu'il faut pour parvenir à un accord de paix avec la Russie, pour réellement aborder les griefs russes qui vont au-delà de l'Ukraine, l'expansion de l'OTAN, le contrôle des armements, c'est les soi-disant sites de défense antimissiles que les États-Unis possèdent en Pologne et en Roumanie.
Trump ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas dans ses compétences de mener une telle diplomatie. Le dernier président prêt à le faire, pourrait-on dire, c'était Reagan. The last president willing to do that, you can argue with Reagan. Like, Reagan was the last president seriously interested in diplomacy. Reagan a été le dernier président à s'intéresser sérieusement à la diplomatie avec Moscou lorsqu'ils ont, vous savez, conclu des accords, comme le traité 1F, que Trump a ensuite supprimé. Obama a bien signé le traité New START, et c'est une bonne chose. Mais, à part ça, Obama a aussi orchestré le coup d'État du Maïdan. Obama a également élargi ou modernisé, entre guillemets, l'arsenal nucléaire américain. Il a aussi, après avoir initialement déclaré qu'il ne poursuivrait pas les soi-disant sites de défense antimissiles de George W. Bush en Pologne et en Roumanie, fini par aller de l'avant avec eux. Donc ce qui se passe à Washington, c'est que peu importe les intentions du président, il se heurte à la bureaucratie permanente pro-guerre, et c'est elle, en fin de compte, qui prend les décisions. Pro-war bureaucracy, and that's who ultimately calls the shots. Et voici l'ancien dirigeant de BlackRock et chancelier allemand Friedrich Merz expliquant comment la guerre profite à l'Allemagne, à quel point elle a été une véritable aubaine pour eux. En réalité, si l'on examine ses propos de plus près, cela met en évidence et même contredit la prétendue position morale des dirigeants de l'UE, révélant ainsi leur inhumanité. Oh, eh bien, je dois traduire. Zelensky must make sure Ukrainians serve their country. Zelensky doit s'assurer que les Ukrainiens servent leur pays, au lieu de partir pour l'Allemagne. Oui, il dit que Zelensky doit sévir davantage contre la corruption et empêcher les jeunes Ukrainiens de partir. Eh bien, ils partent parce qu'ils ne veulent pas être envoyés à l'abattoir. Alors BlackRock dit qu'ils doivent aller à l'abattoir, parce que BlackRock possède de plus en plus de terres en Ukraine et veut en acheter davantage. Il veut les dépouilles de la guerre. Ils se sont créés une situation impossible, où ils doivent supporter le fardeau d'une migration inévitable, tout en maintenant la guerre. Ces gens sont fous. Et en même temps, c'est Merz qui en profitera, pas l'Allemand moyen, en particulier les travailleurs allemands moins qualifiés, qui sont évincés de leurs emplois par la concurrence des Ukrainiens prêts à travailler pour moins cher, en occupant de nombreux emplois de type Uber dans des pays comme la Pologne. Cette guerre n'apporte donc aucun bénéfice économique à l'Europe. Et pourtant, on leur demande d'y injecter encore plus d'argent, alors que le pays est en proie à un énorme scandale de corruption dont on ne parle pas aux États-Unis. Je veux dire, il faut vraiment chercher pour trouver des informations à ce sujet. Où tout cela mène-t-il? Cela signifie simplement que la guerre continue et que la Russie va prendre davantage de territoire. C'est la trajectoire qu'a suivi la guerre. La Russie a avancé très lentement, mais elle le fait pour des raisons évidentes. Elle essaie simplement d'épuiser l'Ukraine. Elle dispose de beaucoup plus de population et d'un processus de production militaire bien plus efficace que celui de l'Occident. Elle va simplement continuer à attendre et à prendre lentement plus de territoire. Et à moins qu'il n'y ait un changement à Washington, les choses continueront ainsi. Beaucoup plus d'Ukrainiens seront condamnés à mort, et des Russes aussi. Je me demande souvent, par exemple à propos de Poutine, si on lui avait dit, après près de 4 ans, il serait encore en train de mener cette guerre, et qu'il aurait perdu des centaines de milliers d'hommes. Je ne connais pas le nombre exact de morts en Russie. L'estimation américaine tourne autour d'1 million. Cela me semble exagéré, mais qu'en sais-je? Quoi qu'il en soit, c'est énormément de personnes qu'il a sacrifiées. Aurait-il fait ce qu'il a fait à l'époque s'il avait su que cela durerait encore aujourd'hui? Il s'attendait à ce que ce soit terminé bien plus vite que ça. Et si cela n'a pas pris fin aussi rapidement, c'est en partie parce que les États-Unis et le Royaume-Uni ont saboté la diplomatie que
que Zelensky avait immédiatement entreprise avec la Russie. Mais il est certain que Poutine ne reculera pas maintenant. Il a trop investi dans cette guerre. Et c'est là que nous en sommes. Je suppose que la question est de savoir jusqu'où la Russie ira en Ukraine avant de décider qu'elle en a assez pris pour pouvoir déclarer une victoire. Et dans combien de temps Zelensky deviendra-t-il le voisin de Yair Netanyahou à Miami? Car Vitali Klitschko, le maire de Kiev, et l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko parlent désormais de former un gouvernement d'unité. Et de nombreux Ukrainiens se retournent contre Zelensky, qui est de plus en plus simplement soutenu par l'Occident. L'ironie, c'est que Klitschko faisait partie d'un accord visant à former un gouvernement d'unité avec Yanukovych en février 2014. Il y avait un accord de partage du pouvoir qui aurait permis à Yanukovych de rester au pouvoir avec une autorité réduite, des élections anticipées étant prévues. Et Klitschko y avait consenti. Il était l'un des dirigeants du Maïdan les plus modérés. Mais l'aile dure du Maïdan, les ultranationalistes, les néo-nazis, les fascistes, peu importe comment on les appelle, a saboté cet accord. Et ils l'ont fait avec le soutien des États-Unis. Car les États-Unis, après avoir initialement approuvé cet accord de partage du pouvoir, ont immédiatement salué le coup d'État qui s'est produit grâce à la force de l'extrême droite, des ultranationalistes, et ont déclaré que c'était une excellente chose. Alors, vous savez, c'est amusant de voir comment tout cela... Bien sûr, quelle a été la principale impulsion ou l'étincelle initiale du Maïdan? En plus du fait que Yanukovych ait retardé la signature de l'accord commercial avec l'Union, car il ne l'avait pas vraiment rejeté, il avait simplement repoussé la signature pour obtenir de meilleures conditions, c'était la corruption. Les gens étaient en colère contre la corruption. Et maintenant, vous avez Zelensky qui a pris le pouvoir après ce coup d'État, élu lors de l'élection qui a suivi, et qui fait maintenant face à d'importantes accusations de corruption. Tout cela montre bien que cela aurait pu être évité si les ultranationalistes en Ukraine et leurs soutiens occidentaux avaient accepté de respecter les accords déjà conclus, les accords de Minsk et l'accord de partage du pouvoir, qui aurait permis à Yanukovych de rester un peu plus longtemps au pouvoir, except to Gath. A little bit longer under reduced authorities.